Michel Delpont, bonjour. Oui, bon. Vous êtes député de la Dordogne, commissaire au développement durable à l'Assemblée nationale et également président fondateur du groupe d'études sur l'hydrogène que vous avez créé et qui a vu le jour en 2019. On peut vous qualifier de Monsieur Hydrogène du Palais Bourbon. Alors en quoi, selon vous, l'hydrogène apparaît comme le vecteur énergétique le plus efficient? Alors effectivement, j'étais un des premiers à parler de l'hydrogène dans l'hémicycle dès l'année 2017 et on a vu une évolution dès l'année 2018 où on avait le premier plan à hydrogène et ensuite, comme vous venez de le dire, j'ai pu créer ce groupe d'études à l'Assemblée nationale qui n'existait pas sur l'hydrogène et la surprise, il y a 60 députés de tous bords qui ont adhéré et même quelques mois plus tard, en juillet 2020, j'ai signé une tribune dans le JDD qui a été signée par 150 parlementaires de l'Assemblée, du Parlement européen et du Sénat. Donc voilà un peu la chronologie des faits par rapport à l'action des députés. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique efficient dont on parle beaucoup et surtout que le gouvernement a mis en avant au cœur du plan de relance, ce qu'on appelle France Relance. Et dernièrement encore, le président de la République en a parlé lors de l'inauguration de Genvia à Béziers, qui est une première industrialisation d'électrolyseurs sur l'hydrogène à haute température. Et là, il a annoncé effectivement 2 milliards de plus pour la filière hydrogène. Est-ce que vous pensez justement que la crise sanitaire que l'on connaît a changé la donne, on va dire, et quelque part donne un coup de booster à l'hydrogène? Oui, complètement. En fait, pour ma part, je m'attendais à ce qu'il y ait un pacte productif en mars 2020, juste avant le Covid, et le président de la République et d'ailleurs Bruno Le Maire l'avait validé, et l'hydrogène était intégré à ce pacte productif, ce qui m'avait été dit d'ailleurs à l'Élysée en février 2020. Et puis le Covid est arrivé, et donc vous connaissez la suite, on a été confinés, et en juillet, août, effectivement, c'est là qu'il y a eu des nouvelles négociations pour préparer ce fameux plan de relance, et donc l'hydrogène a bénéficié d'un budget de 7,2 milliards d'euros. Et effectivement, c'est une des conséquences de la crise sanitaire, à savoir que le gouvernement a misé sur cette nouvelle technologie pour véritablement lancer une nouvelle politique industrielle de la France, à savoir relocalisation, réindustrialisation des territoires et souveraineté énergétique. Et alors, monsieur le député, quelles sont selon vous les premières applications de l'hydrogène? Est-ce que d'abord ça va être plutôt la mobilité lourde? Alors, l'hydrogène va toucher 3 grands secteurs en matière d'usage. En matière d'usage, effectivement, il y a les mobilités. Je vais y revenir. Du vélo à l'avion, en passant par la voiture, le camion et le bateau. Mais ensuite, il y a aussi la partie industrielle qui est très importante. On en parle peu, mais effectivement, l'industrie consomme aujourd'hui de l'hydrogène gris qui devra être éradiqué. Et donc, quasiment 800 000 tonnes. Et donc, il va falloir revoir la copie à cet effet, c'est-à-dire le ciment, l'acier, le ciment, les engrais azotés ou encore certains plastiques. Et enfin, le troisième secteur, c'est le logement avec les chaudrières à hydrogène qui existent déjà. Donc voilà. Alors, on nous pose souvent la question, par quoi on va commencer? Effectivement, paradoxalement, on va commencer par les transports lourds, c'est-à-dire d'ailleurs le train existe déjà, les poids lourds. Sera plus compliqué que le train, puisque aujourd'hui le train est déjà efficient. Alstom produit un train à hydrogène qui a été livré en Allemagne déjà une vingtaine de rames, et ils sont en train de renouveler nos commandes. Et la France également, il y a 6 régions françaises qui ont commandé des trains à hydrogène pour 2022-2023. Et donc ça commencera par le transport lourd, parce que effectivement l'hydrogène est beaucoup plus efficient qu'une batterie en termes d'autonomie et surtout de temps de recharge.
Voilà donc pourquoi l'hydrogène va commencer par le lourd. Alors en même temps, l'hydrogène, bon, il faut aussi commencer par la fabrication. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'usines d'électrolyseurs qui se mettent en place, ou des réservoirs pour le stockage, ou encore des piles à combustible comme Symbio avec Michelin. Donc des grandes entreprises françaises investissent dans l'hydrogène, bien sûr EDF également avec Dynamics, et d'autres entreprises qui se créent à partir d'ailleurs d'accords publics-privés comme Genvia, à savoir le CEA qui travaille maintenant sur les énergies alternatives, le CEA qui a fait un accord avec Schlumberger et également Vinci ou encore Vicat pour créer cette usine que j'évoquais tout à l'heure à Béziers, l'usine Genvia dans les locaux de Schlumberger, et qui a été inaugurée par le président de la République. Et c'est un signal fort. Et d'ailleurs, l'objectif est de créer 500 emplois d'ici 2030 uniquement dans cette usine. Et d'ailleurs, le personnel a chanté la Marseillaise après le discours du président de la République. C'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, ce sont des entreprises qui vont témoigner à H2 Entreprises. On parle quand même souvent de la question des enjeux de coût, de la baisse du coût de l'hydrogène décarboné. Est-ce que vous pensez qu'on pourra y arriver rapidement ? Alors, effectivement, j'allais y venir, parce que l'hydrogène, je vais parler de la fabrication, je vais parler des usages, et maintenant il va parler de l'alimentation en électricité verte. Et effectivement, l'hydrogène va tirer vers le haut tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, on les connaît, il n'y en a pas beaucoup. Certaines sont intermittentes, on va en parler. Donc, il y a le photovoltaïque, bien sûr, qui est pour moi une énergie gratuite et essentielle avec le soleil. L'éolien, parfois contesté, mais un éolien offshore, ça fonctionne bien. J'ai visité par exemple le port La Nouvelle qui va s'équiper en l'occurrence d'éoliennes offshore à 20 km de la côte. Et puis ensuite l'hydroélectrique, dont on parle peu, mais c'est de l'électricité verte. Et d'ailleurs en Dordogne, j'ai 4 barrages effectivement, mais dont 3 qui peuvent être utilisés pour cela. Et en fait, enfin, la géothermie ou encore la méthanisation, bien sûr, qui peut aussi fournir de l'électricité verte. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est renouvelable, l'énergie renouvelable. Et là, effectivement, il faudra aussi investir fortement pour baisser les coûts. Il faut que, effectivement, l'électricité verte soit peu chère. Alors, on parle aussi aujourd'hui du bas carbone avec le nucléaire, dont acte. Qui servira aussi en période creuse à faire de l'hydrogène, sachant que l'hydrogène est le seul vecteur énergétique qui peut se stocker. Et donc c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour l'hydroélectrique, pour les barrages. Parfois on est en surproduction d'électricité en été, alors qu'on pourra désormais le stocker pour l'hiver. Et enfin, dernière question, monsieur le député, on parle souvent du rôle important des territoires dans la transition énergétique. Quel rôle vont-ils jouer pour le développement de l'hydrogène ? Alors ils vont jouer un rôle important, comme ce n'est jamais arrivé depuis longtemps en matière d'industrialisation ou de nouvelles technologies. Effectivement, l'hydrogène, c'est une technologie de rupture qui peut intéresser les territoires, qui peut intéresser nos départements, même ruraux comme le mien en Dordogne. Et d'ailleurs, le département a voté un budget d'études pour réaliser un écosystème à hydrogène. Tous les départements s'intéressent, toutes les régions s'intéressent, je l'ai évoqué tout à l'heure pour le train hydrogène. Et donc, les collectivités ont senti l'intérêt de politique aussi du verdissement en termes d'image, mais aussi en termes d'efficacité sur leur territoire. Donc, c'est une façon d'accélérer la transition écologique et énergétique, et une façon de créer des emplois dans nos territoires également, et puis bien sûr de répondre aux objectifs de neutralité carbone en 2050. Vous savez que nous avons déjà voté la fin des moteurs thermiques pour 2035-2040 pour les camions. Tout ça doit engendrer une véritable révolution industrielle, parce qu'une usine de voiture qui était un moteur thermique va passer à un moteur électrique. Donc nous avons besoin de formation, nous avons besoin d'ingénieurs. Là aussi c'est un volet sur lequel il faut investir, la recherche aussi,
faut pas lever le pied sur la recherche. J'ai discuté cette semaine encore avec le CNRS, le CEA. Ils ont besoin de budget aussi pour continuer l'avancée que la France a, en l'occurrence, sur l'hydrogène. Et donc, j'insiste effectivement, pour terminer ce propos, sur la formation, sur la recherche, sur la formation, sur l'enseignement. Et là aussi, je suis demandeur de délocaliser des formations dans nos territoires, des grandes écoles comme les arts et métiers ou les mines, ou encore certaines universités peuvent très bien délocaliser des formations sur nos départements. Et d'ailleurs, à Bergerac, en Dordogne, nous avons déjà lancé un campus connecté qui permet aux étudiants de se former dans notre département, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le coût des études est de plus en plus cher et certains n'ont pas les moyens d'aller à Bordeaux, par exemple, pour faire leurs études. Et donc, le campus connecté est une réponse à ce besoin de formation. Et sachez que l'hydrogène, on considère que ça va toucher 85 métiers, dont 17 qui sont déjà en tension. Et in fine, la création de 150 à 200 000 emplois d'ici 2030. Merci beaucoup à vous, monsieur le député Michel Delpont. On vous retrouvera donc en ouverture de cet événement H2 Entreprise le 10 janvier prochain.